Pour gagner un peu de temps, nous allons demander directement à M. l'abbé Mbelou de prendre la parole. Merci bien, Clovis. L'intitulé de notre échange de cet après-midi, c'est les intellectuels, les élites intellectuelles et politiques congolaises inventer un autre imaginaire. J'explique ce titre. Il y a quelques jours, c'était le 30 juin, nous nous sommes souvenus de la date où notre pays a accédé formellement à son indépendance. Et aujourd'hui, nous nous posons la question de savoir s'il est possible pour les élites politiques et intellectuelles congolaises de pouvoir avoir une approche, une perception du monde et de l'autre qui soit plus ou moins originale, c'est-à-dire une approche du monde et de l'autre qui ne puisse pas reconduire la pensée coloniale ou néocoloniale. Une approche du monde et de l'autre qui ne conduit pas le Congolais et la Congolaise à pouvoir toujours être à genoux devant les autres, en train de ramper et de demander qu'il lui accorde la grâce d'une nouvelle indépendance ou qu'il lui distribue les miettes qu'ils auraient dans leur judiciaire. Nous ne saurons pas, et c'est mon hypothèse, bâtir un Congo plus beau qu'avant en étant tout le temps à genoux devant les autres. Il est possible que nous puissions nous engager dans une démarche d'interculturalité comme lieu du donner et du recevoir. Nous n'avons aucune raison aujourd'hui, 56 ans après notre indépendance formelle, de jouer aux aplats-ventristes, tout le temps en train de ramper comme si nous étions des serpents. Pourquoi est-ce que j'en appelle à la création de notre imaginaire? Pourquoi devons-nous pouvoir inventer notre imaginaire? Le point de départ de cet appel, c'est la peur créée déjà en 1961 par l'assassinat du Premier ministre, M. Patrice Emery Lumumba. Quand nous nous écoutons commenter la vie de Lumumba, plusieurs d'entre nous, ou certains d'entre nous disent, il a été imprudent. Il ne pouvait pas tenir ce discours-là à ce moment-là. Et nous n'essayons pas d'analyser la vie de Lumumba en profondeur pour nous rendre compte que si Lumumba dérangeait, ce n'est pas parce qu'il avait pris la parole le 30 juin, c'est parce qu'il s'inscrivait dans la perspective d'une pensée nationaliste et marxiste. Une pensée qui remettait en question de fond en comble la pensée dominante de ce moment-là, qui était la pensée capitaliste. L'un des malheurs de Lumumba, c'est d'avoir identifié l'adversaire et de l'avoir nommé. L'un des malheurs de Lumumba, c'est d'avoir dit pourquoi l'autre, qui est au Congo depuis 1885, cherchait à s'accaparer des terres congolaises, cherchait à balkaniser le Congo. Et aujourd'hui, plus de 50 ans après, la question des terres congolaises et de la balkanisation du Congo
reste permanente. Mais est-ce que nous osons l'aborder? Souvent, non. Pourquoi? Nous avons peur. Ah, ils vont nous tuer comme ils ont tué Lumumba en 61. Mais qui va nous tuer? Où est-ce qu'il est parti après avoir assassiné Lumumba en 61? Est-il parti du Congo? Non. Avec qui a-t-il travaillé au Congo pour pouvoir assassiner Lumumba? Ses complices d'hier, sont-ils tous partis du Congo? Non. Donc, en 1965, il y a un coup d'État orchestré par M. Mobutu. Qui a été derrière M. Mobutu? Est-ce le même qui a orchestré l'assassinat de Lumumba ou un autre? Quand aujourd'hui on étudie l'histoire, on voit que ce sont les mêmes. Et vous savez par exemple qu'au département d'État en 2014, des documents ont été publiés et les maîtres du monde reconnaissent avoir participé à l'assassinat de M. Patrice Emery Lumumba. C'est-à-dire plus de 50 ans après. En 1997, pendant que les Congolais s'étaient déjà battus pour qu'à travers la conférence nationale souveraine, ils puissent remettre leur pays sur les rails, qu'est-ce qui arrive? Une guerre éclate en 1997. Certains d'entre nous, par naïveté, ont chanté, ont dansé, ont applaudi. Ils ont applaudi au rythme de libérer, 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 libérer. Aujourd'hui, plus de 20 ans, ou plus ou moins 20 ans après, nous nous rendons compte qu'il n'y a pas eu libération. Il y a eu au contraire néocolonisation, occupation, mise du Congo sous tutelle. Mais quand vous relisez certains discours de Lumumba, vous vous rendez compte que les mêmes qui ont été à la base de son assassinat en 61 ont été derrière le coup d'État de 65 et qu'ils ont orchestré la guerre de prédation et d'agression de 1997. Alors, pourquoi devons-nous inventer notre imaginaire? Parce que, au lieu d'identifier cet autre à travers ses méthodes et ses guerres permanentes et sa guerre raciste permanente, nous devenons ses larbins. Et c'est là que, en réfléchissant un peu, on est étonné. Lui, qui est une pieuvre qui a plusieurs têtes, nous fait la guerre, nous pille, nous tue, et nous l'appelons à notre secours comme pompier. J'ai dit, à ce niveau-là, nous ne réfléchissons pas bien. Pourquoi? Parce que plusieurs d'entre nous ont peur de pouvoir lui dire, non, monsieur, c'est vous qui nous faites la guerre. Vous êtes une pieuvre, vous avez plusieurs têtes. Voilà ce que vous nous menez comme vie depuis 1885. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous voulez prendre nos matières premières, vous voulez prendre nos terres, mais négocions en face à face. Pourquoi passez-vous par des sous-fifres, par des proxys, pour nous tuer? Je ne sais pas si vous réalisez que nos morts se comptent à plusieurs millions. On est à plus de 10 millions aujourd'hui. Mais si vous réalisez l'histoire, vous verrez que le même, en faisant la guerre à la Russie, avait réussi à tuer plus de 20 millions de Russes. Il y a un livre d'un Français dont le nom m'échappe, maintenant ça va revenir, parce qu'il est dans le mien là, à Caen, le Congo, qui comptabilise, qui dit ils ont appliqué un plan, le plan Ost, pendant qu'Hitler attaquait la Russie. Et ce plan-là, quand vous le lisez, il est semblable à ce qui se passe aujourd'hui au Congo. Le plan consistait à quoi? Le plan consistait à tuer les Russes et à occuper leurs terres. La même chose.
à dépeupler les terres russes pour que les occupants viennent s'y installer et s'emparer des matières premières de l'URSS à ce moment-là. Et pour faire ce travail-là, ils ont tué jusqu'à 27 millions de Russes. Quand nous, aujourd'hui, nous crions, nous disons, mais pourquoi est-ce qu'ils nous tuent comme ça? Est-ce qu'ils ne sentent pas qu'ils doivent arrêter? Non, ils sont cyniques. Parce que pour eux, ce qui compte, ce sont les profits. La vie de l'homme n'a aucune valeur. Alors, quand nous allons nous aplatir devant eux pour qu'ils trouvent des solutions à nos questions, moi je dis, est-ce que nous ne réfléchissons pas mal? Peut-être qu'on a raison de le faire. Il y en a qui estiment que stratégiquement, on peut procéder de cette façon-là. Mais nous nous posons les questions du genre, est-ce que nous ne sommes pas suffisamment mûrs? Est-ce que nous ne sommes pas suffisamment matures pour trouver d'abord nous-mêmes des solutions à nos questions? Et quand nous les aurons trouvées, nous pourrons aller discuter d'homme à homme avec la pieuvre à plusieurs têtes qui nous extermine depuis 1885. Et quand vous lisez certains textes écrits vers ces dates-là, il dit, la pieuvre dit, nous sommes une civilisation supérieure, nous devons pouvoir aller civiliser les inférieurs. Donc, même quand nous sommes en costume cravate et nous croyons qu'ils sont nos partenaires, nous nous mentons à nous-mêmes. Ils ne nous considèrent jamais, jamais comme partenaires, mais beaucoup plus comme instruments, mais beaucoup plus comme des objets, mais beaucoup plus comme, comme on dirait en ma langue, donc des toutous qu'on peut... Mais ce n'est pas pour rien que à un certain moment, même nous, on s'est appelé les bilouls. Donc, nous sommes moins que les chenilles. Donc, ils peuvent nous tuer et nous irons encore leur dire, mais ils n'ont qu'à faire avec nos larmes. Comment aujourd'hui mettre fin à notre peur pour pouvoir leur parler d'homme à homme? Nous ne saurons pas le faire si nous ne connaissons pas notre histoire. Nous ne saurons pas le faire si nous n'arrivons pas à identifier le mode opératoire de l'autre. Comment est-ce qu'il enchaîne nos pensées? Et où est-ce qu'il enchaîne nos pensées? Il enchaîne nos pensées à travers 3 institutions. L'école, l'université et l'église. Comment voulez-vous, je commence par la dernière institution. Comment voulez-vous que vous et moi, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, puissions aller nous enfermer dans l'église, dans les églises pendant toute une journée, en train de pleurer et de dire « Zambe, quitte au salut !» Et nous affirmons au même moment que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire nous sommes créés comme des créateurs. Donc nous devons pouvoir utiliser notre imagination, notre capacité d'inventivité pour créer, pour co-créer avec lui, parce que Akabeli Biso et Limo Yayemoko. Mais comment est-ce que nous nous responsabilisons en allant nous en faire au lieu de que ça, vous allez dans l'église, vous allez nous allons quitter au salle. Non, il ne descendra pas. L'école, l'université. Regardez, c'est une Américaine qui écrit ce livre, naturalisée française, Suzanne Georges. Elle a écrit ce livre intitulé La pensée enchaînée. À l'université, monsieur Outiwat, à Outi Oxford, à Outi Louvain-la-Neuve. Ah, mais est-ce que vous avez à l'université et Outa Wapi? Quand vous lisez ce livre, vous vous rendez compte que les néoconservateurs américains, par exemple, ont leurs universités.
Et c'est là qu'ils véhiculent leurs pensées, leurs idées. Ils ont leurs professeurs. Vous prenez par exemple l'un de leurs concepteurs de la pensée, c'est M. Brzezinski. Vous lisez ce livre, vous le trouvez professeur dans une université quelque part. Vers les années 60, il y avait un autre qui s'appelait Milton Obote, et Milton Friedman, qui enseignait à l'université de Chicago. J'ai vu l'un des candidats à la présidentielle en 2016 admirer l'université de Chicago. Il était à l'université de Chicago. J'ai failli me suicider dans ma chambre. Je dis, mais c'est pas croyable. Pourquoi? Vous voyez par exemple Pinochet. Pinochet a été formé à l'université de Chicago. Les Sud-Américains qui allaient se former à l'université de Chicago étaient des individus qu'on instrumentalisait pour faire des coups d'État en Amérique latine. Donc, vous croyez que vous étudiez, mais vous êtes en train d'avaler la ciguë. Pour que vous soyez capable d'aller détruire votre propre pays. Malheureusement, aujourd'hui, nous en avons encore beaucoup qui reviennent avec des théories néolibérales, par exemple. Vous lisez calmement leurs théories, elles ressemblent à ce que Milton Friedman enseignait à l'université de Chicago. Ils vous disent qu'avec ces théories-là, ils vont relever le Congo. Alors, comme ils promettent qu'ils vont créer des emplois, qu'ils vont donner à manger, à boire, nous applaudissons. Mais nous ne jugeons pas leur théorie de plus près. Quelqu'un qui vous dit, par exemple, nous allons sauver le Congo avec 800 millions de dollars. Cet argent viendra d'où? On va ouvrir les vannes de toutes les miettes qu'on peut ramasser. Cette pensée cache quelque chose. C'est-à-dire, demain, le Congo sera ouvert aux banques et aux multinationales. Ils iront, comme ils le font déjà maintenant, s'installer pour le bonheur d'un petit nombre. Et le reste, on va se partager les miettes. On va souffrir davantage. Donc, l'église, l'école, l'université et l'école. Déjà en 61, Cheikh Hamidou Kane posait cette question d'aventure ambiguë. Ce que nos enfants vont apprendre à l'école, va-t-il valoir ce qu'ils vont oublier? Chacune de nous peut faire son examen de conscience. Aujourd'hui, par exemple, quand nous parlons de la politique chez nous, ça signifie quoi? Dans ma langue, ça signifie Tchididi. Tchididi, c'est un jeu de cache-cache. Donc, nous avons beaucoup plus cette appréhension de la politique que ce que nos ancêtres appelaient chez nous Massamba Kani. La politique chez nous, c'était les Massamba Kani, c'est-à-dire la palabre. Et au cours d'une palabre, il n'y avait pas de spécialistes qui, d'une part, et de l'autre part, des gens qui applaudissaient comme nous le voyons aujourd'hui. Au cours des Massamba Kani, prendre la parole était un devoir. Chacune devait prendre la parole. Pourquoi? Parce que faire la politique sous l'arbre à palabre signifiait ceci, que la participation de tout le monde à la transformation du village, à la transformation du pays, soit la chose la mieux partagée. Que tout le monde prenne la parole, que tout le monde participe à la prise de décision, de façon que les décisions qui seront prises ne puissent pas être le fait d'un petit groupe. Aujourd'hui, ça se joue. Alors vous lui demandez, monsieur, quelle est votre carrière? Politicien. Non, être politicien, ce n'est pas, un métier. Vous et moi, nous sommes des politiciens. D'ailleurs, parmi les critiques qu'on adresse à Alain Belou, c'est qu'il fait la politique. Oui, mais en tant que citoyen, je suis obligé de prendre part à l'édification de ma cité. Parce que je suis citoyen congolais. Mais je ne deviendrai pas ministre, parce que mon institution me l'interdit. Mais prendre la parole pour la partager avec mes compatriotes et édifier ensemble un pays plus beau qu'avant, je peux le faire. D'ailleurs, notre pape, ayant critiqué M. Trump dans un avion, on va lui demander, mais monsieur le pape, vous faites de la politique? Il dit, allez relire Aristote. Parce qu'Aristote définit l'homme comme étant un animal politique.
Vous voyez, l'école, l'université, l'église, on peut y ajouter la famille. Alors si nous voulons demain recréer un autre imaginaire, nous devons pouvoir refonder l'école, l'université et les églises. Nous devons pouvoir y mettre du nôtre. Vous savez, les chefs qui font la question ici produisent des livres chaque jour. Est-ce que nos livres sont étudiés par nos enfants dans nos écoles? Non. C'est fou. Comment voulez-vous avoir votre pays à vous pendant que votre propre pensée n'est pas partagée et critiquée par vos enfants? Donc nous devons pouvoir demain refonder l'école pour que notre pensée soit étudiée dans nos écoles comme eux-mêmes le font chez eux. Et même quand il nous arrivera de pouvoir étudier leur pensée, elle sera confrontée à la nôtre. Il me parlera de la politique. Moi je dirais non, dans ma culture, la politique signifie Massambakani. Et le Moukalenge, le Fumu chez nous, ça signifie celui qui s'entoure des gens et non des biens. Et on l'appelle, on dit, Moukalenge, donc on met autour du chef les gens et non les herbes qu'on appelle un sona. C'est-à-dire le chef, le Fumu, c'est celui qui est en rapport de réciprocité permanent avec ces sujets. Et on n'accédait pas au pouvoir sans avoir été préparé. C'est nous qui aujourd'hui commençons à dire chance loco, mais c'est de la folie. On attribue ça par exemple à Papa Wemba. Mais regardez, Papa Wemba c'était un artiste musicien qui gagnait sa vie à partir de la musique. Ce n'était pas chance loco Pamba. Mais et tout le monde croit aujourd'hui au Congo qu'il peut devenir président. L'unique poste que nous envions tous aujourd'hui, c'est la présidence. La commune. Mais biso, tous ces universités, dans une diplôme, la ligne comme un président. Voilà. Donc, il y a des choses que nous avons qui appartiennent à nos traditions, à nos cultures, que nous avons oubliées. Voilà pourquoi il est important pour nous, si nous voulons réinventer notre imaginaire, d'être en échange permanent avec nos traditions et nos cultures. C'est trop riche. C'est trop riche. Vous lisez quand ça sera mis à la disposition de ceux qui veulent lire, à quand le Congo, j'essaie de reconstituer l'approche politique à partir du Chiluba. C'est faisable. J'ai suivi des compatriotes qui organisent des matinées politiques à Kinshasa en Lingala. Nous avons là où nous pouvons aller puiser nos cultures, nos traditions, si nous voulons réinventer une autre école, une autre université et une autre église. Mais pour que tout cela devienne possible, je vais terminer par là, il faut refonder l'État. Il faut refonder l'État sur des bases solides. Et moi, j'en appelle aujourd'hui à la fondation d'un État social qui est comme matrice organisationnelle la solidarité, la coopération, la réciprocité et le conflit non meurtrier. Je prends ne fût-ce que le conflit non meurtrier. Qu'est-ce qui se passe dans notre approche de la politique aujourd'hui? Il y a trop de fanatisme. Je vois mon jeune ami qui est là, Nico, on discute beaucoup avec lui sur ça. Si je défends une thèse qui est farfelue, mais vous pouvez critiquer. Vous n'allez pas dire, oh, elle a parlé parce que ça y a un gars. Non. La politique, c'est le lieu du débat, de la délibération, des décisions prises collectivement. Il faut que tout le monde, comme on dirait dans ma langue, le pouvoir, c'est le lieu où et les aînés et les plus jeunes se rencontrent pour échanger, débattre et prendre des décisions qui engagent tout le monde. Mais aujourd'hui, le débat est interdit dans les milieux congolais.
Dès qu'on essaie de débattre, sinon, surtout quand on remet en question les positions de certains chefs des partis, ça vire aux injures, aux attaques personnelles. Pourquoi? Parce que nous en sommes encore au culte de la personnalité. Il y a trop de fanatisme. On verse aussi un peu dans le tribalisme. Pourquoi? Parce que nos frères, nos sœurs qui font de la politique sont nos caisses d'assurance. Hein. Le jour que le Congo, là, assure à manger, à boire à tout le monde, les droits socio-économiques et politiques et culturels assurés, ces histoires-là vont disparaître. Ça va disparaître. Parce qu'aujourd'hui, si je critique Cheikh Fita, et que je sais que demain je vais aller manger chez lui, je vais me poser 1000 questions. On dit, ah, lui, on a moutoua Kabela Kanga. Donc, parce que Kabela Kanga, écoute-nga tina makila. Moyen à remettre en question ma Makambozo Sala, exacté. Parce que ceux qui n'ont pas eu de non. La politique, ce n'est pas ça. Voilà pourquoi nous en appelons à un conflit non meurtrier. Le conflit en politique permet qu'on trouve des concessions, des compromis, et les Belges le font souvent très bien, on trouve des compromis, mais tout en sachant que nos connaissances sont limitées et que le débat peut rebondir. Alors si on exclut le conflit de la politique perd de son moteur, un peu de son moteur. Donc voilà quelques idées que je voulais vous partager en nous disant la peur inhibe notre façon de penser, rompons avec la peur et puis brisons avec le complexe d'infériorité. Est-ce qu'ils étaient toujours premiers de classe et nous les derniers? Prenez la complexe d'infériorité, les colons à Batouane. Donc, quand vous soyez à titre collègue, mais ce qu'on a dit, on va dire kolenga, on va dire mokonzi. Mais c'est quoi ça comme histoire? Alors quand on tombe dans le complexe d'infériorité, on va croire que tout ce que l'autre dit et fait, c'est bon. Alors, et c'est quand la vie se comme wapi, les boumounacés, toujours rampés, le col à Banyoka. Mais là, ce qui nous conduit aussi à cela, c'est parce que plusieurs d'entre nous sommes tombés dans l'idolâtrie de l'or et de l'argent. Vous qui lisez la Bible, allez lire le psaume 125. Le psaume 125 dit ceci: leurs idoles, or et argent, ils ont des yeux et ne voient pas. Ils ont des oreilles et n'entendent pas. Ils ont une bouche et ne parlent pas. Un nez, ils ne sentent rien. Pourquoi? Ils sont devenus comme du Kekolabango. Je vous remercie.